Bonjour bonne année à toutes et à tous. Bonne année Éric Coquerel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le rappelle pour ceux qui se seraient absentés ces dernières années, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Merci, je le disais donc, d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la déclaration de politique générale et à la veille de l'examen de la motion de censure déposée par votre groupe, qui sera examinée demain. Nous allons bien sûr parler de tout ça et puis bien sûr également évoquer le budget, alors que l'examen de la partie dépenses reprend aujourd'hui au Sénat. Et pour une première question, je cède la parole comme d'habitude à Chantal Didier. Oui, bonjour Monsieur le Président. Le discours de politique générale, je pense que vous n'en attendez pas énormément puisque vous aviez déjà décidé de la censure avant. Mais est-ce qu'il vous a paru pire ou mieux que ce que vous attendiez? Écoutez, on n'attendait rien, il est arrivé. C'est bon là? Oui. On n'en attendait rien, il arrivait quand même à nous décevoir, donc c'est peu dire. Pourquoi? Parce que on a écouté, on a quand même suivi dans la presse les tentatives de négociation entre nos partenaires du NFP, notamment socialistes et gouvernement, et ce qu'ils en espéraient. Et donc voilà, on entendait quand même ce qu'elle a dit. Et le force est de constater que il n'a absolument rien repris de ce qui avait été mis sur la table. Donc c'est pour ça que je juge que je pense, en tout cas, je ne sais pas si il nous a déçus, mais je pense qu'il a déçu, d'ailleurs ça s'est vu, en tout cas au moins nos collègues socialistes. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que, si je prends deux exemples, les socialistes avaient dit au départ, le groupe socialiste avait dit au départ, on est prêt à un accord de non-censure s'il n'y a pas de 49.3. Alors ça avait été déjà évacué. Ensuite, ils avaient dit on est prêt à un accord de non-censure si, dans les concessions du Premier ministre, il y a notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Ça, on savait qu'il n'en était plus question. Et donc, on en était à la suspension. Bon, il n'y a pas de suspension. Voilà. Donc, ça, c'est déjà un point. Quant au reste, moi, ça fait une semaine que je le dis à peu près sur tous les plateaux, c'est que la règle prise par ce gouvernement qui est de reprendre le budget Barnier, même s'il le voulait, et je ne suis pas sûr qu'il le veuille en réalité, les empêche de faire toute concession sur des taxes supplémentaires sur les ultra-riches ou les grandes entreprises. Donc là-dessus, il ne pouvait rien annoncer. Et d'ailleurs, il n'a rien annoncé hier là-dessus. Donc voilà pourquoi, à mon avis, il a dû au moins décevoir ceux qui espéraient quand même quelques avancées. Si on revient sur les retraites, il remet quand même la réforme en chantier et est prêt sans totem ni tabou à la modifier si un accord est obtenu par les partenaires sociaux. Vous ne faites pas confiance aux partenaires sociaux? C'est pas ça le problème, c'est que je regarde les conditions qu'il a mises. Alors déjà, il ne le fait pas à partir d'une feuille blanche, c'est-à-dire que la réforme des retraites continue à s'appliquer. C'était déjà une première exigence portée non seulement par les socialistes, mais on peut dire quelque part par l'électorat, parce que je vous rappelle que tous les groupes, si on regarde le résultat de l'élection législative en fonction cette fois-ci de l'abrogation de la réforme des retraites portée par différents groupes et pas que le NFP, tout ça est très largement majoritaire. Donc de fait, déjà, c'est pas une feuille blanche, la réforme continue. Deuxièmement, il dit on réunit tous les partenaires sociaux en conclave et s'il trouve un consensus, il est présenté à l'Assemblée, s'il n'en trouve pas, des mesures consensuelles, il est présenté, sinon la réforme continue. Moi, ça y est, je vous donne le scénario suivant. Est-ce que vous pensez réellement que les partenaires sociaux, avec le fait que l'abrogation n'est pas remise en question, vont trouver des mesures consensuelles? Est-ce qu'entre le MEDEF et la CGT, il va y avoir des mesures consensuelles? Bien évidemment non. Donc en réalité, c'est du vent. C'est de l'enfumage, si vous préférez. De l'enfumage. Vous n'y voyez pas, malgré tout, on comprend bien, le Parti Socialiste lui-même, hier soir, Olivier Faure disait que le compte, à l'évidence, n'y était pas. C'est la première fois, néanmoins, qu'un gouvernement, depuis 2 ans, accepte l'idée, au moins, de discuter, y compris de l'âge de départ en retraite. Il n'y a pas une carte à jouer de ce point de vue-là, c'est vraiment tout ou rien. Certains considèrent que, par exemple, y compris le MEDEF pourrait avoir
une forme d'intérêt à trouver un accord, les entreprises ayant besoin d'une forme de stabilité et donc peut-être d'éviter que le gouvernement ne soit à nouveau renversé dans quelques semaines. Mais le MEDEF dit pas ça. Le MEDEF dit qu'en réalité, la réforme actuelle, ce qui est vrai d'ailleurs, ne règle pas la question des déficits à venir. Bon, parce qu'on ne va pas chercher des recettes nouvelles et que c'est ça le problème. Mais il ne remet pas en question le fait de reculer l'âge de départ à la retraite. Et les solutions qu'il propose, moi je les connais, on a fait avec Charles de Courson ici à l'Assemblée, en septembre, comme le gouvernement ne voulait pas faire de conférence de financement, on a fait un colloque avec le MEDEF, les PME, TPE, tous les syndicats, des économistes. Et on a écouté les solutions des uns des autres. Le MEDEF, la solution, c'est plus de recours à la capitalisation. Bon, ça ne va pas être un scoop de penser que les syndicats ne sont pas pour ça. Donc on connaît leurs propositions qui sont faites. Ils ne veulent pas, par exemple, entendre parler du tout d'augmentation des cotisations. Alors on sait que si vous augmentez de 0,15 points les cotisations pendant 7 ans, vous réglez le problème au moins entre les 64 et les 62 ans. Donc les mesures, ce n'est pas un problème de confiance. Le gouvernement, en réalité, utilise une demande des partenaires sociaux avant que la réforme soit appliquée pour gagner du temps. Voilà, j'ai pas envie de... Je pense que personne ne va se laisser avoir à ce jeu de dupe. Et puis encore une fois, je rappelle, ça a peut-être une petite importance, c'est que nous avons un mandat. Les députés NFP ont un mandat. Les députés NFP n'ont pas le mandat de négocier sur la base d'une réforme qui se poursuit. Ils ont le mandat d'abroger la réforme des retraites, dont on sait qu'elle aurait été abrogée ici dans l'Assemblée s'il n'y avait pas eu un travail d'obstruction du bloc central il y a maintenant un peu plus d'un mois de ça sur la niche parlementaire et les filles. On a l'impression à ce stade que le débat, il est presque plus, puisqu'on sait ce que vous pensez sur les retraites, il est presque plus entre la France insoumise et le Parti socialiste, c'est-à-dire au sein du NFP aujourd'hui, qu'entre vous et le gouvernement. Est-ce que finalement, avec des mots qui fâchent, qui ont été prononcés par les uns et les autres ces derniers jours, est-ce que finalement, c'est pas un service rendu au gouvernement ? Alors déjà, il n'est plus entre la France insoumise et le Parti socialiste. Je le dis avec plaisir, puisque la semaine dernière, j'ai lu dans des médias le fait que nous serions isolés. J'ai lu même des responsables, je pense par exemple à Fabien Roussel, se réjouir en gros du fait que le NFP soit représenté par 3 seuls groupes qui continuent à vouloir négocier, que c'était supérieur en nombre au nombre de députés et les filles. Force est de constater que jeudi, ça ne va pas être ça le tableau. Moi, j'espère que les socialistes vont le voter. Mais si les socialistes ne le votent pas, il y a 3 groupes qui vont voter la motion de censure. Et d'ailleurs, les 3 groupes mettent des députés pour la signer. Voilà. Et les filles, écologistes, et GDR PCF. Donc ça, c'est une première chose. Le débat, c'est pas entre LFI et tout le reste de la gauche, c'est entre la majorité de la gauche et le Parti socialiste, en tout cas via leur groupe à l'Assemblée. Première chose. Deuxièmement, si, il y a eu des mots qui n'ont pas été agréables des deux côtés, incontestablement. Mais très franchement, mon objectif, c'est que la censure soit votée. Voilà. Pour que la censure soit votée, il faut que le NFP la vote, arithmétiquement. Donc à partir de là, non. Le travail actuellement, pour moi, est plus un travail de conviction et de persuasion vis-à-vis du Parti socialiste, pour leur dire attention, vous faites fausse route. Je pense que si vous continuez à faire fausse route, vous le paierez devant les électeurs à l'avenir. Mais pour l'instant, la séance de rattrapage, elle est possible. C'est jeudi. François Gervais, Horizon Politique. Jean-Luc Mélenchon a hier laissé entendre que les députés socialistes qui ne voteraient pas la censure auraient un candidat devant eux. Est-ce que c'est confirmé ? Alors, je ne sais pas Ça dépend le mode de scrutin. Je ne sais pas à quelle déclaration de Jean-Luc Mélenchon vous faites référence. Mais je regarde ce qu'est le NFP. Le NFP, c'est un accord de premier tour entre les 4 formations de gauche sur la base d'un programme de rupture. Bien. Il est évident que si, à l'avenir, une des formations qui a signé ce programme ne le respecte plus du tout, et en réalité pense plus important de permettre aux macronistes de se perpétuer, pour la suite, pour les prochaines élections, ça aura une conséquence. On ne peut pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Bon, encore une fois,
et Jean-Luc Mélenchon le dit aussi, pour l'instant, les jeux ne sont pas faits, parce que la motion de censure n'est pas passée, et moi, je veux croire que les socialistes vont la voter. Voilà, et que quelque part, on aura vécu un soubresaut qui aura sûrement des conséquences. Moi, je ne veux pas faire de langue de bois, je veux dire, y compris d'ailleurs les socialistes l'ont dit et répété. Et, ils ont quand même sont mis largement en avant, plus que le NFP dans ce paysage. Donc, ça aura des conséquences, mais pas au point de rendre, j'allais dire, définitivement caduque le NFP, s'il vote la motion de censure. S'il ne la vote pas, on aura un problème supplémentaire, plus grave, qui aura encore plus de conséquences pour la suite. Par contre, il y aura, c'est vrai, une séance de rattrapage au moment du vote du budget, puisqu'il y aura à nouveau une motion de censure, puisque celle-ci, vraisemblablement, ne passera pas du fait du vote du Rassemblement national. Bon. Donc, de toute façon, le coup près, il va tomber le 3 février ou à peu près. Mais moi, pour l'instant, je ne pars pas sur cet état d'esprit. Je pars sur l'état d'esprit que les socialistes vont revenir à la raison d'ici jeudi. Comme vous dites effectivement que le RN ne votera pas cette motion de censure, c'est presque plus un test finalement pour le nouveau Front populaire. Mais c'est pas ma question. Est-ce que finalement cette motion de censure c'est un coup de semonce contre le gouvernement de François Bayrou? Ou est-ce que, peut-être davantage encore, celui qui est véritablement visé, c'est le président de la République? Le début du texte de votre motion de censure revient sur la nomination du Premier ministre en expliquant que, ce faisant, Emmanuel Macron a opéré un nouveau déni de démocratie, selon vous. Votre but, c'est d'atteindre le président? Notre but, c'est d'atteindre la politique du président de la République. Voilà, très clairement. Parce qu'on trouve qu'elle est mauvaise pour le pays et qu'elle est minoritaire dans ce pays. Il y a eu 2 élections de suite, plus la motion de censure, qui le démontre assez. Comment arrêter la politique de M. Macron? La première solution, qui était la plus cohérente, c'était qu'il respecte le suffrage universel et qu'il permette à la coalition du NFP d'essayer de faire ses preuves à l'Assemblée, d'essayer d'avoir une majorité sur ses projets, etc. C'est pas ce qu'il a fait. Il l'a pas fait une fois, il l'a pas fait 2 fois. Bon, alors on peut toujours essayer, moi je suis pour le dire sur la table, de dire que s'il y a la motion de censure du gouvernement Bayrou, il peut toujours à un moment donné se réveiller et respecter le suffrage universel. Comme vous me permettrez de douter de ça, à partir de là, c'est clair que pour changer de politique, et donc pour permettre aux Français de voter, je ne vois pas d'autre solution que son départ à lui, parce que c'est le point de blocage, et c'est lui qui décide, qui a le droit de décider du gouvernement. Voilà pourquoi nous disons qu'en définitive, évidemment, comme c'est sa politique menée qui ne remet pas en question le gouvernement, qu'il persiste dans l'erreur de maintenir des gouvernements Macron compatibles, c'est lui qui, derrière, se retrouve en première ligne. Il n'y a pas que nous qui le disons, d'ailleurs. Est-ce que vous ne craignez pas, on a vu au moment de la motion de censure que l'opinion était assez favorable à la chute du gouvernement Barnier. Certains députés nous disent aujourd'hui qu'il y a une forme d'inquiétude qui monte par ailleurs dans les circonscriptions sur l'instabilité et ses conséquences pour le pays et les Français, au-delà des insatisfactions qui peuvent être suscitées par la politique qui est menée. Est-ce que vous ne craignez pas que, alors peut-être pas le cœur de cible de votre électorat, mais qu'une partie, y compris de l'électorat de gauche, finisse par considérer que vous jouez un peu avec le feu? Écoutez, oui, j'ai entendu beaucoup de députés qui étaient contre la motion de censure parce qu'ils étaient du côté du socle commun dire ah, mais dans nos circonscriptions, on nous remonte le fait qu'il faudrait une stabilité. Sous-entendu, il faudrait maintenir des gouvernements macronistes, quel que soit le vote des Français. Moi, je n'ai pas ces retours dans mes circonscriptions et je vis très fortement on va dire dans la vie de tous les jours. J'ai pas ce retour. J'ai pas des gens qui viennent me voir en disant ah, quand même, maintenez les gouvernements macronistes parce que vous comprenez. Sinon, c'est vraiment l'enfer, quoi. Non, j'ai pas ça. Bon, je doute pas qu'il y ait une inquiétude. Et d'ailleurs, elle est suffisamment diffusée, y compris par vous-même, pour que l'inquiétude existe. C'est évident. Maintenant, le problème de fond, on peut pas nous dire que le prix de cette inquiétude vaut le fait de laisser une politique minoritaire se développer dans ce pays. Surtout, je le répète, parce que je la trouve mauvaise pour le pays. Ça, c'est pas possible de nous demander. Voilà, encore une fois. Et d'ailleurs, les Français le font, parce que dans tous les sondages, il continue à y avoir une majorité de Français qui demandent le départ de M. Macron. Une écrasante majorité. Bon, donc là-dessus, chacun a bien vu où était la responsabilité, je crois. Voilà. Oui, pour prolonger un peu l'esprit de cette question-là, on va voir Trump qui va
être élu. On a la guerre en Ukraine qui continue d'être menée par Poutine. On a les Chinois qui nous bouffent notre industrie. On a les catastrophes climatiques qui se multiplient. Et nous, en France, on s'occupe uniquement, de manière obsessionnelle, de la réforme des retraites. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose de fou dans cette façon de faire de la politique? N'oubliez pas le génocide à Gaza aussi dans les politiques extérieures. Enfin, on se préoccupe pas que de la réforme des retraites. Ça se focalise sur la question de la réforme des retraites, mais on se préoccupe de la politique menée par ce gouvernement. Et alors, si vous voulez mon avis, si vous l'entendez par là, la politique menée par ce gouvernement se double d'une politique, même vis-à-vis de politique extérieure, extrêmement mauvaise de M. Macron, contraire à nos intérêts. J'en veux pour preuve ses déclarations vis-à-vis de l'Afrique de l'Ouest et des pays africains anciennement colonisés récemment, qui, à mon avis, ont été vécus à juste titre par une provocation par ces mêmes pays et vont, à mon avis, ne pas comment dire, améliorer nos rapports avec ces pays, et pourtant ils sont nécessaires. J'en veux aussi la manière dont on est en train de traiter la question de l'Algérie. J'en veux pour preuve aussi les déclarations, on va dire, très à géométrie variable et en zigzag vis-à-vis de la question du Proche et Moyen-Orient. Et j'en veux aussi même des déclarations vis-à-vis de l'élection de M. Trump et la place de plus en plus importante prise par Elon Musk. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que certains ministres, même s'il est un d'entre eux n'est plus dans ce gouvernement, ont été pour le moins problématiques. Donc, de toute façon, de manière globale, sur tous les sujets que vous parlez, cette question, elle remet en question l'exécutif. J'en veux même un autre élément, par exemple, dont on parle quand même moins, mais sur la crise climatique. Est-ce qu'on passe sous silence le fait que le budget qui va être repris ne règle pas plus que les précédents budgets le nécessaire investissement en matière écologique? C'est une catastrophe. Donc c'est pour ça que je vous dis que non, c'est pas que la réforme des retraites. On parle de la réforme des retraites parce que c'est ce que nos partenaires du NFP avaient mis comme élément qui pouvait les faire changer d'avis. Donc là-dessus, il y a une réponse. Mais pour le reste, toute la politique de M. Bayrou et la poursuite de la politique de M. Macron. Donc voilà, le problème est global. On a commencé... Oui, Jean-Michel. Oui, bonjour, Jean-Michel Lamy, nouvel économiste. Pour votre programme, c'est le même depuis les législatives de 2022. Est-ce que sur les déficits publics, vous avez toujours la même analyse? Parce qu'il y a tout de même des changements là. Les taux d'intérêt augmentent, donc objectivement, la charge des taux d'intérêt augmente. Vous le voyez dans les crédits que vous regardez. Bon, la BCE n'a plus le même comportement pour le rachat de dette publique. Alors je m'arrête là pour pas trop être technique, mais tout de même, est-ce que vous intégrez à vos raisonnements cette difficulté que la France connaît sur les déficits publics? Non, moi ça me dérange pas d'être technique, j'ai aucun problème là-dessus. Je pense même qu'il faut montrer quelque part qu'on donne des réponses, y compris techniques. Alors non, on ne change pas d'avis. Et il n'y a rien qui infirme ce que nous disons. Ce que nous disons, et la plupart des économistes sont d'accord avec ça, y compris même des économistes libéraux, c'est que l'augmentation du déficit dans ce pays depuis maintenant plusieurs années est majoritairement, si je mets à part la question de ce qui s'est passé pendant le Covid, est majoritairement, même quasi intégralement, due à la baisse des recettes. Voilà. Je le répète, par rapport au PIB, les recettes ont baissé environ de 2% par rapport à 2017. Les dépenses, pardon. Ils ont baissé de 2%. Les dépenses publiques. Donc il n'y a pas eu augmentation des dépenses publiques par rapport à 2017. Encore une fois, je mets à part la période Covid. Si on regarde les recettes, il y a eu à peu près la même baisse des recettes. C'est-à-dire qu'il y a environ 60 milliards de recettes en moins par an. Ça tombe bien, ça correspond à peu près à la charge de la dette. Donc le premier diagnostic, c'est bien un problème de recettes qui manque. Donc nous, on n'a pas changé là-dessus. Et donc toute politique qui continue à être celle maintenue, qui ne vont pas chercher des recettes supplémentaires, mais qui baissent les dépenses publiques avec l'effet récessif qui a été largement documenté dans la période et donc moins de recettes,
est une politique qui ne règle pas les problèmes. Deuxièmement, sur la question de la dette, oui, bien sûr, la charge de la dette augmente. Mais alors, ayons quand même... alors d'abord, les taux à 10 ans, en réalité, ne sont pas supérieurs aux taux à 10 ans il y a un an à la même période. Alors je sais que c'était une pointe, il y a un an, qu'il faut comparer. Mais il n'y a pas une augmentation de la manière dont on peut le dire. Et surtout, constatons qu'en réalité, ce n'est pas propre à la France, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène, mais qui est lié aux politiques néolibérales en Europe et ailleurs, qui est que les taux sont en train de remonter, et avec des difficultés économiques pour la plupart des pays européens. Ce n'est pas forcément le même critère. Pour la France, c'est les déficits. Pour l'Allemagne, c'est guère mieux, c'est la récession, avec toutes les difficultés qu'on a. Mais il y a une difficulté du fait des politiques menées. Donc non, on n'a pas changé d'avis. Il est temps, si on veut réduire les déficits, mais surtout se donner des marges de manœuvre pour les nécessaires marges, pour les nécessaires investissements, notamment en minière écologique, il est temps de récupérer une partie des recettes qu'on a dilapidées ces dernières années au bénéfice des plus riches. C'était le sens des amendements qu'on avait proposés en partie 1 des recettes. Je vous rappelle qu'on avait été chercher 50 milliards d'euros d'amendements de recettes supplémentaires qui avaient baissé le déficit en dessous de 3 points, qui nous laissaient des marges de manœuvre. Et donc, de ce point de vue-là, on n'a pas changé d'avis. Anita. Moi, je voudrais revenir un instant sur les retraites. Pour vous, le conclave ne servira à rien? Oui. Pourquoi? Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce que dit le Premier ministre, c'est qu'il explique qu'il y a un conclave vacancier. J'observe d'ailleurs une chose quand même, c'est que cette histoire sans l'improvisation à tout niveau, c'est-à-dire qu'on sent bien que, en discutant avec le Parti socialiste, vous savez, c'est la fameuse phrase hier matin, on a Olivier Faure qui prend la parole à BFM et qui dit « Nous avons fait une proposition cette nuit ». On ne sait pas laquelle, ils ont fait une proposition. Donc on sent bien le côté improvisé. Pourquoi je vous dis on sent bien? Parce que ce matin, sur France Info, je ne sais pas s'il y a des collègues de France Info qui sont ici, mais la ministre du Travail, pour justifier le fait qu'il reportait la réunion prévue vendredi à plus tard, dit texto « J'ai découvert très tard cette réunion ». Autrement dit, je crois comprendre qu'elle l'a découvert en même temps que nous, en écoutant le Premier ministre hier. Voilà. Donc ça sent la mesure qui n'est pas une mesure construite, qui est une mesure improvisée pour donner quelque chose. Qu'est-ce qu'elle prévoit? Elle prévoit que se réunissent tous les partenaires sociaux avec l'obligation de trouver des mesures communes. Bon, ça, je vous ai expliqué pourquoi je n'y crois pas. Voilà. Et en même temps, la réforme continue. S'ils ne trouvent pas de mesures communes, la réforme continuera après. Bon, ben voilà pourquoi je vous dis que ça ne sert à rien. Je vous écris la suite du scénario. La réforme n'entre en œuvre qu'en 2026. Donc il y aurait le temps d'aménager. Non, la réforme, elle commence à appliquer. Pour les gens nés en 63, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont partir non plus à 62 ans, mais à 62 ans et 9 mois. La réforme, on va dire l'application maximale de la réforme sera, vous l'aviez raison, en 2026, sauf que le fait de prolonger la durée de travail commence dès cette année, elle commence dès maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, là, cette année, je crois que c'est 70 000 personnes, si je ne me trompe pas, qui vont être amenées à travailler 62 ans et 9 mois, quand elles auraient pu travailler seulement 62 ans dans les mêmes conditions avant la réforme. On a commencé par une séquence politique parce que la déclaration de politique générale, les débats au sein du nouveau Front populaire nous y amenaient assez naturellement avec la question centrale des retraites. On va revenir peut-être à une séquence budgétaire, si vous le voulez bien, qu'on a enclenchée avec la question de Jean-Michel. La ministre des Comptes publics, ce matin, Amélie de Montchamin, a refixé les grands équilibres, disons, les grandes orientations budgétaires. Avec un effort de 50 milliards contre les 60 qui avaient été annoncés par le gouvernement Barnier. Si on comprend bien, on en resterait à une vingtaine de milliards de recettes supplémentaires et en revanche une baisse des économies puisque ce serait 30 au lieu de 40. Hier, François Bayrou, lui, a confirmé que l'objectif de réduction du déficit public serait revu à la baisse, tout comme l'objectif les prévisions de croissance d'ailleurs. Ces grandes orientations, pour vous, est-ce que vous y voyez notamment sur des économies un peu moindres, un premier signe peut-être positif, ou est-ce que pour vous ça ne change rien et on va reprendre les débats budgétaires là où ils en étaient restés, c'est-à-dire
sorte de dialogue de sourds finalement. Non, c'est ce que j'ai dit depuis une semaine, c'est le budget Barnier en pire. Je vais expliquer pourquoi. Le gouvernement a choisi une certaine façon de reprendre le débat budgétaire. Il avait d'autres solutions. Charles de Courson et moi-même lui avions fait une proposition. On lui avait dit, vous prenez les mesures qui ne nécessitent pas de décaissement et qui sont, a priori, d'après ce que vous nous dites, urgents. Je pense à l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu à l'inflation, je pense à certains crédits d'impôt pour les agriculteurs, je pense à l'extension du PTZ 0. On avait listé une dizaine de mesures qui avaient été votées facilement à l'Assemblée et au Sénat. On leur avait dit, on leur a écrit ensemble, on leur avait dit voilà ce que vous faites, vous proposez ces mesures en loi d'urgence dès la rentrée, elles vont être votées en 4 jours, conformes dans les 2 assemblées, ce qui vous permet de prendre ensuite le temps pour recommencer une discussion budgétaire à 0. Cette solution aurait été prise, là on aurait pu commencer à entendre le fait que le gouvernement entendait négocier le budget. Mais ce n'est pas ce qui a été choisi. Ce qui a été choisi, c'est de refuser notre proposition. Pourquoi, disons-le très clairement? Parce que ça permet au gouvernement de faire une pression sur le fait de voter le budget en disant, vous voyez bien, si vous ne votez pas le budget, il y a des gens, par exemple, qui n'étaient pas assujettis à l'impôt sur le revenu qui vont l'être, etc., etc. Et en choisissant le fait de reprendre le budget Barnier, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il est strictement impossible d'ajouter un dispositif recette. Voilà. Je vous l'affirme, si je vous l'affirme, ce n'est pas moi tout seul, c'est avec mon administration, c'est l'effet d'entonnoir, donc c'est strictement impossible. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai, c'est que la semaine dernière, dans les tentatives de négociation prises par M. Lombard, il a abandonné au fur et à mesure les nouvelles pistes qu'il mettait. Il en a évoqué une le lundi, il y a 8 jours sur France Inter, il a dit peut-être qu'on va augmenter le seuil du PFU. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas un seul amendement ou article qui lui permet de s'accrocher à ça. Donc, exit. Après, il a évoqué l'ISF. Pareil, il n'y a pas un seul article qui a été voté. Hein, vous avez compris, l'effet d'entonnoir, c'est à partir... C'est pas à vous que je vais expliquer, mais comme il y a d'autres gens qui écoutent, c'est à partir du texte voté au Sénat ou le texte initial. Tout ce qui n'est pas là-dedans ne peut pas être ajouté. Alors, donc voilà où on en est. Donc, du côté recettes, vu qu'ils ont perdu des recettes par rapport à des concessions qui ont été faites par Barnier, à peu près à hauteur de 12 milliards d'euros, du côté recettes, il n'y a rien à espérer. Alors, ils sont un peu embêtés parce que pour des raisons que je ne comprends pas, ils ont décidé d'abonder une de leurs 2 taxes. C'est la taxe sur les hauts revenus. Le prétexte, c'est de dire cette taxe ne supporte pas la rétroactivité. Bon. Mais sauf qu'en réalité, il était possible de faire un acompte en décembre, comme on va faire d'ailleurs sur la taxe sur les grandes entreprises qu'ils conservent. Donc ça fait une perte de 2 milliards en plus. Comme ils sont embêtés là-dessus, ils expliquent qu'ils vont faire une contribution sur les hauts patrimoines. Je vous dis que c'est strictement impossible. Il n'y a rien qui permette de s'y accrocher. Voilà. Alors je sais qu'ils imaginent quelque chose via les articles rattachés qui sont prévus dans les dépenses. Moi j'ai examiné dans les articles rattachés, pour vous donner un exemple, vous pouvez très bien dire, par exemple, on fait un article rattaché, on dit on va embaucher tant de gens à la DGFiP pour permettre moins d'optimisation. Mais vous ne pouvez pas, dans un article rattaché, dire on va augmenter la taxe sur les hauts patrimoines pour lutter contre les optimisations. C'est impossible. Donc tout ça, c'est du vent. Voilà, c'est une fois de plus, ça fait partie. Donc tout ça, il y a moins de recettes attendues. Et côté dépenses, Amélie de Montchalin nous l'a dit, elle annonce 10 à 15 milliards d'euros de baisse de dépenses supplémentaires à ce qui était prévu par M. Barnier. Elle va le chercher sur les opérateurs, sur les achats de l'État, sur ce qu'elle appelle un État courageux, c'est-à-dire qui va aller chercher des dépenses en moins en fonction des différentes revues de dépenses qui ont été faites depuis des années, plus le fait qu'il compte sur le premier trimestre de loi spéciale où l'argent a été moins fortement dépensé qu'il n'était prévu pour faire des économies. Donc il y a 10 à 15 milliards d'euros de baisse d'économies en plus. Alors pour un député NFP, vous considérez que c'est pire que le budget Barnier. Voilà pourquoi je dis c'est le budget Barnier en pire. Pour résoudre la difficulté technique que vous évoquiez concernant la règle de l'entonnoir, on a entendu circuler la semaine dernière l'idée éventuelle d'un projet de loi de finances rectificative. Est-ce que c'est une idée qui circule encore à votre connaissance? Est-ce que... Moi, je l'ai évoqué avec Éric Lombard. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas... Alors, il m'a dit 2 choses. 1, il n'y aura pas de nouveaux impôts, à part cette idée, ces problématiques qu'ils ont sur la contribution du patrimoine. 2, il n'y aura pas de PLFR. 3, ils imaginaient effectivement une loi fiscale à l'avenir. Bon,
mais uniquement sur ce sujet. Mais très franchement, permettez-moi d'en douter. Parce que vous avez vu que quand ils parlent d'augmentation des impôts, une grosse partie de leur socle commun dit pas question. Donc moi j'attends de voir qu'à la fin, si on a voté le PLF qui sera pire que celui de M. Barnier, tout d'un coup, ils s'entendent pour proposer une loi fiscale. Donc je pense que tout ça est encore quelque chose qui nous est agité pour essayer d'éviter la censure. Sans faire de politique fiction à ce stade, compte tenu des équilibres politiques qu'on connaît dans les deux chambres du Parlement, est-ce que, et de la nécessité d'avoir un budget pour la France, est-ce qu'il vous semble envisageable que ce budget qui ne vous convient pas et ne vous conviendra pas, on l'a bien compris, puisse finalement malgré tout être adopté, peut-être avec une forme de laisser-passer, on verra peut-être du côté du Rassemblement national ou pas, du côté de certains de vos partenaires du Nouveau Front Populaire ou pas, en disant on laisse passer ce budget parce qu'il faut bien qu'il ne nous convient pas, mais il faut bien que la France ait un budget, et on fera tomber le gouvernement derrière, ou est-ce que le gouvernement vous semble condamné à tomber sur ce budget comme le gouvernement Barnier? Non, pour moi il faut qu'il tombe parce que ce budget est mauvais, voilà, que sa politique est mauvaise, donc je l'assume. Voilà. Alors est-ce que s'il tombe et qu'on n'a pas le budget à la fin de l'année, enfin en fin janvier, pardon, début février, est-ce que c'est un drame? Bon, parce que c'est un petit peu la petite musique qu'ils essayent de nous de mettre sur la table. Alors ils avaient fait cette petite musique sur la motion de censure. Ils avaient dit attention, vous votez pas de budget, il n'y a plus de carte vitale. Pas moi qui le dis, c'est même borne. Bah, la carte vitale continue à fonctionner, quoi. Ils avaient dit s'il n'y a plus de budget, c'est fini, on ne va plus pouvoir payer les fonctionnaires. Je crois que ça, c'est M. Barnier qui avait dit ça. Bon, on continue à pouvoir payer les fonctionnaires, ce qui est la loi spéciale, on l'avait dit à ce moment-là. Donc maintenant, il y a une autre petite musique qui dit la loi spéciale ne permet pas en réalité de fonctionner toute l'année. C'est à voir. En tout cas, elle nous permet de fonctionner suffisamment de temps pour éventuellement examiner un nouveau budget. D'ailleurs, on peut même estimer, parce que la loi spéciale, je vous dis de la phrase, hein, c'est les services votés, ça dépend de ce que le gouvernement juge indispensable. Donc il y a une vision assez subjective, et ce qu'ils ont pris comme décision pour l'instant, c'est une vision très restrictive des services votés. Autrement dit, ils ne mettent que les budgets votés en 2017, amputés pour l'instant des reports de crédit qu'ils ont enlevés. Ça, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils ont amputé 12 milliards d'euros, là, pour le moment. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Autrement dit, un gouvernement, par exemple, qui se verrait censuré à la fin du mois, pourrait très bien décider, au nom de la continuité de l'État français, j'allais dire, d'être un peu plus coulant avec la manière de voir cette loi spéciale. Et on peut également même, je le dis également, faire en sorte que ensuite la proposition qu'on avait fait avec Charles de Courson de ce qu'on appelle en fait c'est des opérations financières, fiscales, etc., puisse se faire après, y compris par exemple sur la question du barème d'impôt sur le revenu. Donc les choses sont rattrapables. Alors je ne dis pas qu'on peut fonctionner toute l'année, mais si par exemple on censurait ce gouvernement et qu'on pouvait, suite soit à des élections, soit à un nouveau gouvernement, remettre un budget un peu plus correspondant aux intérêts du pays, voilà, on ne risque pas ni la faillite, ni la fin de la lumière s'éteindra pas plus qu'elle ne s'est éteinte à la fin de l'année dernière. Il y a peut-être eu un catastrophisme au moment du gouvernement Barnier pour éviter la chute qui a un peu brouillé le débat, effectivement, mais vous reconnaissez néanmoins que ça ne permet pas à la France aujourd'hui de fonctionner à plein. On voit bien un certain nombre de politiques qui ne peuvent pas être mises en œuvre à recettes constantes, sans même parler des dépenses. Un certain nombre de politiques publiques qui ne peuvent pas être activées. Ouais, moi j'ai calculé en gros que par rapport au budget qui était examiné, il y a une perte un peu de 8 milliards, à peu près. Voilà. Mais ça, encore une fois, c'est parce que le gouvernement décide d'avoir une vision restrictive, hein. Il n'y a rien qui l'oblige à par exemple, considérer qu'on ne peut pas faire, on peut pas, au nom de ce qui a été jugé indispensable, mettre en place des investissements qui avaient été décidés. Donc, je pense que c'est pas, qu'on se comprenne bien. On était contre le budget 2024. Je ne vais pas vous dire maintenant qu'on pense que c'est super s'il s'applique toute l'année. Voilà. Mais encore une fois, ça n'a pas l'effet catastrophiste annoncé par rapport à ce qui est prévu dans le budget 2025. Attends, le micro.
Oui, bonjour, Louis Guarino, journaliste indépendant. Sur la partie recettes, François Bayrou hier a évoqué les agences et opérateurs de l'État. Quel est votre sentiment? Et la question annexe, c'est est-ce que les participations via l'agence de participation de l'État, certains pensent que l'État devrait vendre quelques participations. Est-ce que pour alimenter le budget recettes, c'est une piste avec Charles de Courson que vous examinez? Alors, non, en fait, hier, il a évoqué les opérateurs sur la baisse des dépenses. Voilà, on est d'accord. C'est d'ailleurs ce qu'il compte faire, hein, puisque je crois qu'Amélie de Montchalin compte réduire dès maintenant la baisse des dépenses. Mais ça me permet de relever quelque chose que vous avez dit. C'est que, effectivement, le Premier ministre, hier, a très peu parlé du budget 2025. Hein, il a beaucoup plus parlé du suivant. Et du suivant, il a très clairement expliqué que l'État allait réduire son train de vie. C'est-à-dire qu'il nous annonce un budget 2026 qui va baisser les dépenses publiques de manière considérable. Alors, il l'annonce comment? Il dit qu'il va créer un fonds qui va être appuyé sur la vente d'actifs immobiliers, mais il ne s'est pas contenté de dire immobilier. Donc, il est tout à fait possible qu'on ait comme ça des choses qui soient vendues par l'État. Ça, c'est une première chose avec lesquelles, pour ma part, je ne suis pas d'accord. Deuxièmement, il a effectivement notamment mis la piste des opérateurs comme baisse de dépenses publiques. D'ailleurs, rejoignant ainsi, je remarque une des propositions des Républicains et même du RN depuis pas mal de temps. Très franchement, je pense que c'est une piste qui n'est pas acceptable. Pourquoi? Parce que moi, je veux bien considérer qu'on revient sur une politique qui a été menée au moment où on a décidé de supprimer un certain nombre de postes de fonctionnaires. L'État a décidé de créer des opérateurs qui lui permettaient d'externaliser des missions de service public. Bon. Mais si on dit que ces opérateurs, il va falloir réduire leurs dépenses, à quelques exceptions près, je ne dis pas qu'elles n'existent pas, mais ces opérateurs, ils produisent, l'ADEME produit à une mission de service public, le CEREMA a une mission de service public, Météo France a une mission de service public, je pourrais comme ça, l'agence de biodiversité a une mission de service public. Si on décide de les réinternaliser, il faut que ça soit avec un nombre équivalent d'embauches. Donc j'ai un peu du mal à comprendre, si ce n'est qu'en réalité, ce qu'on veut faire, c'est diminuer encore plus le potentiel de l'État. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est une mauvaise piste. À propos des agences, certains estiment que, comme il y a des doublons entre les collectivités et l'État, certaines missions pourraient être confiées à des régions ou aux départements, justement là où il y a, selon la Cour des comptes, un peu pléthore de fonctionnaires. Donc, est-ce que ça vous paraît, la décentralisation de certaines missions vous paraît fondée? Oui. Enfin, il faut se méfier parce que d'un autre côté, on nous explique maintenant que la décentralisation du RSA n'a pas forcément été une bonne chose. Alors, comment dire? Moi, je veux bien entrevoir la question de la superposition des collectivités. Je crois que Philippe Brun l'avait notamment noté sur, par exemple, des prises de décision en matière d'investissement écologique et le fait que, du coup, ça serait plus simple si, à un moment donné, il y avait un seul maître d'œuvre et qu'on en restait là. Je veux bien, il n'y a pas de problème. J'ai pas non plus, tout comme quand on nous parle de baisse de dépenses, moi, j'ai pas de problème de supprimer le service civil tel qu'il a été conçu. Ça ferait quand même pas mal d'économies. Mais très franchement, c'est pas ce qui va faire la différence, d'autant plus que au pire, on va gagner peut-être un peu d'argent qu'il va falloir de toute façon investir ailleurs parce qu'on a besoin de dépenses publiques supplémentaires sur d'autres domaines. Bon, ce serait plus utile. Oui, d'accord. Pourquoi pas? Je dis simplement que c'est pas attention à l'arbre qui cache la forêt. Voilà, c'est pas certaines choses qui peuvent être notées ou sur lesquelles on pourrait se mettre d'accord, etc., qui va cacher la forêt. Et la forêt, je le répète, c'est le fait que nous avons 60 milliards de moins de recettes qui manquent chaque année à l'État. C'est ça qui quand même, dans les grandes masses, fait la différence. Voilà. En termes de calendrier, le gouvernement a indiqué qu'il voulait, dans son idée à lui en tout cas, un budget voté autour de la mi-février. Sur quelles hypothèses de calendrier vous travaillez au sein de la Commission des finances? On va vers une CMP sur le projet de loi de finances, a priori fin janvier, c'est ça? Ouais, ils entrevoient une CMP le 30 janvier, ce qui veut dire vraisemblablement que ça veut dire un retour à l'Assemblée, s'ils espèrent qu'elle est conclusive,
pour un vote à partir du 3 février. Alors ça bougerait un peu le calendrier, parce qu'il y a le PLFSS aussi qui est prévu le 3 février. PLFSS d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais qui va quand même être un autre écueil pour le gouvernement, parce que le PLFSS ne change pas. Ils ont repris le PLFSS. Donc il va être remis au vote. Je vous rappelle que c'est là-dessus que le gouvernement s'est fait censurer quand même. Bon, donc tout ça devrait se cumuler dans une semaine de haut risque pour le gouvernement dans la semaine du 3 février. Comment ? Jean-Michel, attends, on te donne un micro. Tombe. Par rapport à Barnier, si j'ai bien compris, l'Ondam augmente, donc vous devriez être satisfait. Oui, l'Ondam augmente. Alors j'attends de voir quand même, si vous voulez bien, l'augmentation qui a été annoncée hier de manière abstraite de combien elle va être. Cela dit, ça ne change pas. Dire que alors je rappelle une chose, l'Ondam c'est un objectif. Voilà. Jamais satisfait d'ailleurs. Bon, qui n'est jamais satisfait. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, je rejoins la question posée hier. Vous voyez, je m'appuie sur une référence par mon collègue socialiste. Comment ? Non, pas François. Non, là, il ne faut pas charrier quand même. Non, Boris Vallaud, pardon. Boris Vallaud qui a dit, OK, mais on veut savoir concrètement c'est combien de lits, etc. Donc la question, elle reste posée. Et dans ces grandes lignes, pour l'instant, la reprise de ce PLFSS ne changera pas, à mon avis, la situation. Mais de toute façon, je pense que s'il y a une CMP conclusive, le PLF reviendra avant au vote et que c'est là-dessus que le gouvernement tombera. On évoquait tout à l'heure la question du déficit public. La Commission des finances continue ses travaux d'enquête concernant le dérapage du déficit public ces dernières années, et surtout sur ses raisons et ses explications. Vous avez voté ce matin en commission en faveur de l'audition du secrétaire général de l'Élysée, Alexis Collère. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Je ne sais pas si vous avez des éléments de calendrier d'ailleurs, aussi bien sur cette audition que sur la suite des travaux de la commission d'enquête. Qu'est-ce que vous attendez de cette audition ? Et est-ce que d'une façon plus générale, les travaux que vous avez déjà menés vous ont permis d'apprendre un certain nombre de choses ou de confirmer un certain nombre de vos hypothèses à ce stade ? Écoutez, ce qu'on attend de cette audition, elle est très simple, c'est qu'il a été dit par des personnes auditionnées que des décisions concernant pouvant expliquer le dérapage des déficits et leur imprévisibilité avaient été prises à l'Élysée. Bon, voilà, ça nous a été dit tel quel en audition. Bon, à partir du moment où c'est ça, c'est normal d'aller rechercher tous les acteurs qui ont pris cette décision. Alors, je remarque, donc on ne peut pas, vous le savez, auditionner le chef de l'État, qui était manifestement dans ces réunions, confère à la jurisprudence, on va dire, des commissions d'enquête Cahuzac et Benalla. On auditionne donc ses collaborateurs, et notamment le premier d'entre eux, M. Collère, qui manifestement était à ces réunions. Donc voilà, c'est savoir un peu plus où est la chaîne de responsabilité. Donc ça, c'est pour vous répondre. J'espère les délais, on va dire, j'espère qu'on finira les auditions, on va dire, d'ici mi-février. On en a encore un certain nombre, puisqu'on a tous les actuels ministres. On a le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal. On a les ministres qui leur ont succédé. On a de la Banque de France, on a la Cour des comptes, enfin le HCFP, c'est la même personne avec M. Pierre Moscovici. On a des économistes, etc. Donc voilà, on a encore pas mal de travail sur la planche. Est-ce que pour l'instant, je dois dire que c'est pas forcément facile, c'est peut-être la limite de l'exercice de commission d'enquête. À certains moments, quand on a l'impression que les gens ne nous disent pas tout, non pas nous mentent, mais ne nous disent pas tout, l'outil de la commission d'enquête parlementaire et à certaines limites dessus. Et c'est un peu des fois ce qu'on sent. C'est-à-dire, on a l'impression quand même qu'il y a un discours un peu préparé, y compris de la part des fonctionnaires. Mais enfin, pour moi, je pense qu'en gros, il y a deux choses qui se confirment. Un, il y a bien des moments où les ministres ont eu des chiffres de leur administration qui ne correspondaient pas aux chiffres qu'au même moment ils annonçaient. Ça, c'est une première chose évidente. Donc après, on en tire les conclusions qu'on veut, mais c'est une première chose évidente. La deuxième chose, c'est que de fil en aiguille, je suis de plus en plus convaincu que c'est la politique économique et ses résultats
largement vantés qui ont aveuglé au fur et à mesure les prises de décision. Ce que je veux dire par là, c'est que quand vous dites à longueur de temps notre politique a produit des résultats en matière d'emploi, en matière d'industrialisation, en matière de chômage comme une méthode Coué, et même si ça ne se révèle pas exact, au bout d'un moment, ça influe sur le travail fait pour déterminer des déficits et des croissances, et notamment les recettes attendues. Voilà. Donc, moi, je pense que ça, c'est vraiment une des grosses explications, c'est-à-dire l'aveuglement idéologique et donc prévisionnel en fonction des résultats d'une politique économique qui ne sont pas à la hauteur de ce qui était espéré. Pour l'instant, moi, ce que j'en tire comme conclusion. Au-delà des constats que vous serez amené à faire, est-ce que vous pensez qu'il y aura un certain nombre de propositions pour améliorer justement ce processus? Est-ce qu'il vous semble par exemple que dans la construction du processus budgétaire, un certain nombre de choses peuvent être modifiées, un rôle différent, plus important, peut-être attribué à la Cour des comptes? Est-ce qu'il y a un certain nombre de propositions comme ça qui pourraient sortir de cette commission? Oui, je pense. Je pense déjà qu'il peut y avoir un rôle plus important accordé à l'Assemblée, avant de parler voilà. C'est-à-dire que là, déjà, il y a une des pistes qui est qu'au moins les présidents de commission, rapporteurs, puissent bénéficier, par exemple, de toutes les notes intermédiaires qu'on a fini par avoir maintenant, mais qu'on n'avait pas eu à l'époque. Je pense qu'il faut pouvoir avoir une remise en question et un contrôle plus fort de l'exécutif par l'Assemblée qu'il ne l'est aujourd'hui. Je pense que c'est ça les pistes principales. Pour le reste, après, vous l'avez compris, je pense que les conclusions... D'ailleurs, je remarque que Bruno Le Maire a fait une commission d'enquête assez musclée, où on a eu l'impression à certains moments que c'était les députés qui avaient le droit à la commission d'enquête plutôt que l'inverse. Mais au moins, elle a eu un mérite, c'est qu'il y a eu un échange sur le fond économique. Bon, je pense qu'après, les conclusions, vous avez compris pour ma part, je pense que c'est plus sur la pertinence de la politique économique menée depuis 2017. Lors de sa déclaration de politique générale hier, on a parlé des retraites, du budget, et évidemment qui sont des questions centrales. François Bayrou a évoqué aussi beaucoup d'autres sujets, l'éducation, l'immigration, la proportionnelle, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui ont retenu votre attention, ou est-ce que de toute façon, voilà, comme l'avenir du gouvernement va se jouer, on l'a bien compris, sur le budget, tout ça vous semble un petit peu vain en l'état? Qu'est-ce que... Oui. Écoutez, j'ai vu qu'il avait répondu assez en détail au Rassemblement national, et pas que sur la question de l'immigration, y compris en remettant un fait qui pour moi ne l'est pas, qui est l'idée en gros que cette question-là serait une question absolument centrale pour le pays. Je continue à penser que ce n'est pas la question centrale pour le pays. C'est d'ailleurs pas les questions centrales qui remontent de toutes les enquêtes d'opinion un peu sérieuses de la part de nos concitoyens. Mais à force de leur dire que c'est la question centrale, j'ai un peu peur qu'un jour ils finissent par le croire réellement et de manière plus globale. Donc j'ai vu que déjà ça c'est une affirmation avec laquelle je ne suis pas d'accord. Et donc à partir de là, si ça éveille des tonalités. C'est parce que, si vous voulez, le petit problème que nous avons, là encore, c'est un lien avec les décisions des uns et des autres par rapport à jeudi. C'est que moi, ce que je redoute, je vous le dis très clairement, le scénario. Je redoute que le gouvernement, par exemple, arrive à éviter la motion de censure sur le budget. Bon, on voit bien quelle est sa façon d'éviter la motion de censure sur le budget, c'est d'aller chercher plutôt à gauche de quoi l'éviter. Bon. Et que la suite, l'an prochain, ça soit une autre majorité qui soit recherchée pour des mesures plus dures sur les aspects d'immigration, de discrimination et autres. Et là, vous avez compris que c'est plutôt non plus M. Lombard qui sera en tête de file, mais M. Retailleau, voire M. Darmanin, pour aller chercher des majorités de ce côté-là. Voilà ce que je pense qu'il peut se passer. Et quand j'entends, c'est vrai que quand j'entends Olivier Faure, qu'on lui pose cette question qui dit « mais dans ces cas-là, nous serons opposés », oui d'accord, mais il sera trop tard. Parce que dans ces cas-là, il n'y aura plus de majorité disponible pour s'y opposer, à partir du moment où on peut supposer que le Rassemblement national sera le point d'appui, le point de... justement, là, pour le coup, la béquille du gouvernement sur ces mesures. Donc ça m'a inquiété. C'est-à-dire, le temps qu'il a consacré à cette question m'a inquiété. Sur la question de la proportionnelle, bon, j'ai bien compris que là aussi, alors d'abord, c'est un sujet qui laisse permettre et qui espère, intéresser de différents courants qui l'ont réclamé. Moi, je me méfie beaucoup parce qu'il y a proportionnel et proportionnel. Voilà. Moi, une proportionnelle intégrale ne me pose pas de problème. Si c'est une proportionnelle dont la méthode est faite pour répondre
à des objectifs politiques précis, je ne suis pas d'accord. Par exemple, ça avait été avancé, une proportionnelle qui ne viserait que les départements, j'allais dire, donnant beaucoup de députés, ne me satisferait pas. D'abord parce que ça ferait 2 types de députés, je ne suis pas pour, et deuxièmement parce qu'on voit bien les départements concernés qui seraient la cible de cette proportionnelle. Le NFP a 12 députés sur 12 en Seine-Saint-Denis. Bon, si vous décidez de faire la proportionnelle qu'en Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne ou des gros départements, je ne vous donne pas le tableau de ceux qui verront leur influence réduite. Voilà. Et j'ai bien peur que ça soit à ça que ça serve. Nicolas. C'était une précision, pour être sûr d'avoir bien compris. Vous êtes contre la vente des actifs de l'État, de tous les actifs, quels qu'ils soient. Vous n'êtes pas prêt à les examiner et de voir s'il n'y en a pas dedans qui mériteraient de l'être. Non, je suis contre la vente des actifs. Parce que je considère que c'est brader notre patrimoine, et souvent, c'est brader notre patrimoine, j'allais dire, à une rentabilité moindre que ce qu'il nous rapporte. Voilà. Donc, on a suffisamment fait les analyses. Ça a été vrai sur les autoroutes, ça a été vrai, alors heureusement, ça a été évité par la crise du Covid, mais ça a été vrai sur les aéroports de Paris. À chaque fois qu'on veut brader des actifs, on s'aperçoit qu'ils nous rapportent plus que nous rapportent à court terme. Enfin, à court terme, ils rapportent plus, mais à long terme, ça nous coûte plus. Donc voilà, je ne suis pas pour une politique où l'État brade ses actifs. Voilà. Oui, et en fait, j'avais aussi une question sur... Je vais répondre aussi pourquoi. Je vais aller plus loin. Ça a un lien avec la dette. Vous savez qu'on dit communément que chaque Français est endetté à hauteur de 55 000 euros, je crois à peu près, à sa naissance. Sauf que quand on dit ça, on ne regarde pas les actifs publics. Si on regarde les actifs publics, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est-à-dire si on fait ce que fait n'importe quel ménage, vous diminuez les actifs par rapport aux passifs, vous vous apercevez que la somme des actifs, ne serait-ce que publics, je ne parle même pas du patrimoine privé, fait qu'en réalité, chaque Français naît avec 12 500 euros d'actifs à son bénéfice. Si vous bradez les actifs, c'est beaucoup moins vrai. Oui, une question sur l'outre-mer. Visiblement, François Bayrou a dit hier qu'il reconduisait le budget outre-mer prévu initialement et que par contre, il y avait un budget, quoi qu'il en coûte, si j'ai bien noté, pour Mayotte et pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'en pensez-vous ? En fait, la problématique de la vie chère est extraordinaire. Et voilà, sur cet aspect Mayotte debout qui a été présenté par Manuel Valls notamment, qu'est-ce que vous dites ? Je suis inquiet parce que déjà, je suis inquiet pour tous les autres départements d'outre-mer. Parce que je rappelle que les budgets de l'outre-mer, qui pourtant étaient les budgets qui avaient été adoptés en très grosse augmentation par l'Assemblée depuis 2 ans, avant que le 49.3 ne passe et les remette à néant. Je dis ça parce qu'on l'a oublié, mais il y a eu des débats budget outre-mer et il y avait une majorité de l'Assemblée qui était pour les augmenter. Je crois que c'était à hauteur de 240 millions d'euros en 2000, l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans. Bon, qu'importe. Mais enfin, en tout cas, il y avait cette volonté. Là, les budgets d'outre-mer ont baissé 2 fois. Ils ont baissé de 9% dans les crédits, dans la baisse des crédits de 2024 en cours d'année. Et il était proposé de nouveau qu'ils baissent cette année. Et donc, ce que je comprends, c'est que le gouvernement ne reviendra pas là-dessus. Or, c'est un vrai problème pour des départements d'outre-mer qui sont dans une situation très mauvaise. Il n'y a pas que Mayotte. Je pense à la Martinique, Guadeloupe, etc. Donc déjà, je pense du mal pour ces départements. Pour Mayotte et la Nouvelle-Calédonie, oui. Donc il faudra... évidemment, je ne suis pas contre le fait de mettre des investissements supplémentaires en plus. Je préfère même d'ailleurs qu'on parle de ça plutôt que de régler la question de Mayotte principalement à travers la question uniquement du prisme de l'immigration. Donc voilà, mais ça, quelque part, on ne peut pas faire autrement. J'observe que pour l'instant, dans la première loi sur Mayotte, il n'y a pas de dépenses prévues. C'est d'ailleurs sur les dépenses concernant l'outre-mer, la mission outre-mer, que les débats vont reprendre au Sénat cet après-midi sur le budget. Brigitte. Oui, je reviens sur la commission d'enquête sur les prévisions budgétaires qui va auditionner Alexis Collère. Juste une question, on sait que ces prévisions budgétaires, prévisions de croissance, elles sont faites par Bercy, puis après il y a un arbitrage politique. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un organisme indépendant ou d'externaliser ça pour qu'il y ait des prévisions qui soient économiques et pas des prévisions politiques ? Moi, je ne suis pas certain qu'il faille multiplier les organismes indépendants comme ça. Je vous rappelle qu'il y a quand même des organismes, l'INSEE existe. Enfin, je veux dire, peut-être qu'après... c'est pour ça que
la question, c'est peut-être déjà de publier de manière, d'avoir les informations de manière plus globale sur ce qui est publié par ces organismes, avant qu'ils soient rectifiés par le politique. Ça nous donnerait déjà des informations. Mais quelque chose qui viserait à rajouter un organisme indépendant en plus que ceux qui ont lieu actuellement. Au moment où les prévisions ont été faites, je vous rappelle que le Haut Commissariat des finances publiques, en septembre 2024, ou octobre, je ne sais plus, a dit qu'il y avait un problème de crédibilité dans les chiffres annoncés par le gouvernement. Ils ont donné des chiffres. Donc on a déjà des éléments, en réalité. La question c'est plutôt comment, à un moment donné, et pourquoi, il y a une interprétation politique de ces chiffres qui les font varier. Mais si vous rajoutez un organisme, le gouvernement, je trouve normal, alors je l'assume, je pense normal que le politique ait le dernier mot. Voilà, je le crois normal. Moi, je l'assume. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est politique, qui fait que tout ce qui est proposition, qui fait que le politique est dessaisi en dernière analyse du jugement qu'il fait en fonction de différents critères. Bon, voilà, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc là, c'est pour ça que je suis... Non, je pense que la vérité, c'est peut-être de mieux contrôler la manière dont sont faits, sont donnés les chiffres par l'exécutif, oui. Mais ça, quelque part, c'est peut-être qu'il convient de nous donner plus de moyens à l'Assemblée. Bonjour. Une question peut-être un peu périphérique pour sortir de l'hémicycle 2 secondes qui concerne plus votre formation politique. Votre collègue Louis Boyard s'est lancé en campagne municipale à Villeneuve-Saint-Georges, contre d'ailleurs une autre liste de gauche. Est-ce que c'est prémonitoire dans un sens de la stratégie qui va être celle des Insoumis pendant les municipales, qui vont être quand même une échéance extrêmement importante? Est-ce qu'il faut le considérer comme un test pour votre mouvement politique? Alors avant l'élection de Villeneuve-Saint-Georges, il va y avoir une élection ce week-end. Première circonscription de l'Isère, dont je voudrais quand même parler, parce que c'est une élection importante, puisqu'on présente notre candidat Liès Loufoque au nom du NFP. Et j'espère bien qu'il sera élu, et ça va dépendre de la mobilisation, qui est toujours compliquée dans les partiels, puisque là, on est passé à 35% de mobilisation, lui 75%. Pour répondre sur Villeneuve-Saint-Georges, est-ce que c'est prémonitoire? Non, je ne suis pas certain que ça soit prémonitoire. En tout cas, sur l'idée qu'on ait des listes qui partent seules contre tous les autres formations de gauche. Voilà. Ce n'est pas ce qui est écrit dans nos textes pour l'instant. Ce qui est écrit dans nos textes, c'est qu'on entend faire des municipales à un moment qui permettra de renforcer les politiques, on va dire, de rupture au niveau des mairies, et que nos listes doivent se faire autour de ça. Voilà, c'est-à-dire que... et donc ça sera avec ceux qui veulent bien mettre en place des politiques de rupture. Donc à certains endroits, on partira seul, à d'autres endroits, on partira avec certains de nos partenaires du NFP. Voilà, ça pourra être... Je pense pas que ça sera généralisé, mais en tout état de cause, c'est vrai que ce qui va nous conduire, c'est la politique de rupture menée. Vous aurez compris aussi que je pense qu'on aura d'autres élections nationales avant les élections municipales. Une dernière question peut-être, puisqu'on est entre législatives et municipales. Hier, en évoquant la proportionnelle, François Bayrou a indiqué que ça relancerait aussi sans doute le débat sur la possibilité ou pas de cumuler un mandat national de parlementaire et puis un exécutif local. Est-ce que vous considérez que c'est un débat qu'il faut avoir, ou est-ce que vous pensez, comme la présidente de l'Assemblée nationale, que encore plus aujourd'hui qu'à une autre époque, un député doit être 100% député? Écoutez, si on veut encore plus éloigner les Français de la classe politique, on remet en question le non-cumul des mandats, voilà, et on aura gagné. Enfin, moi, je suis contre une France des notables. Personne ne peut arriver à me convaincre une seconde, ou alors ça veut dire que vous faites mal un des deux, que vous pouvez être député et maire en sachant les responsabilités d'un maire. C'est impossible. Enfin, je veux dire, c'est humainement impossible. Bon, alors, donc je suis contre. Je considère que c'est renforcer des notabilités, des duchés, tout ce que vous voulez. Et j'allais dire que, en plus de ça, le prétexte qui serait que ça permettrait aux députés d'être sur le terrain. Écoutez, moi je suis sur le terrain. Voilà, s'il y a des députés qui ne le sont pas, c'est de leur responsabilité. Et c'est pas d'une autre. Et le fait d'être... pourquoi je tiens aussi à cette histoire de non-cumul des mandats, c'est parce que
je pense important qu'il y ait plus de Français qu'il y ait des mandats. Voilà, je crois que c'est ça l'enjeu. Donc, et non pas que les mandats se resserrent sur toujours un nombre réduit de nos concitoyens. Voilà pourquoi je suis absolument contre. Vous devez être très, pardon, juste l'observation, vous devez être très déçu de ce qui se dessine pour les municipales où on manque de candidats. Oui, oui, d'accord, mais alors justement, c'est un lien. C'est-à-dire que moi, par contre, je suis pour respecter le non-cumul des mandats, mais si vous me demandez mon avis, je pense par exemple qu'il faudrait revaloriser fortement, par exemple, les indemnités des maires. En tout cas, au moins des maires dans toutes les communes, on a du mal à trouver du monde parce que c'est des responsabilités. Il faudrait sûrement redonner aussi aux communes plus de responsabilités qu'elles n'en ont aujourd'hui, où des fois le maire se trouve pris entre les taux de l'État dans les prises de décision, les taux de l'agglomération, etc. Et des fois ne peut rien faire d'autre que de subir ce qu'on lui reproche et qui n'est pas de son fait. Bon, mais ça c'est aussi une autre chose. C'est ça qui explique le problème. Et si vous voulez mon avis aussi, attention, ça me permet de raborder l'histoire des retraites, parce que ça on en parle rarement. Le fait de faire travailler des gens plus longtemps, je le dis, hein, c'est une catastrophe pour la vie politique, associative de plein de départements ruraux et même économiques. Parce que si vous faites travailler les gens plus longtemps, vous allez voir qu'il y a un grand nombre de gens dans ces départements où on s'aperçoit que par exemple, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des responsabilités une fois atteint l'âge de la retraite. C'est une vraie force vive de ces départements. Bon. Et ça, je pense que c'est aussi un danger. Moi, je regarde le monde associatif, même, alors là, pour le coup, pas seulement des départements ruraux, il y a beaucoup d'associations, style Secours catholique, Secours populaire, regardez qui sont les bénévoles. C'est souvent des retraités. Voilà. Donc attention aussi là-dessus, c'était en passant. On aura commencé et terminé par les retraites, ce qui est d'actualité, même si on va aussi beaucoup s'intéresser au budget. Non, c'est pas c'est pas ce que je disais, c'est pas en retraite de payer. Mais moi, ça défend l'idée que quand vous partez à la retraite, vous n'êtes pas forcément épuisé et vous n'êtes plus forcément. Ça veut dire que vous pouvez encore avoir un rôle social utile. Voilà. Et ce rôle social, moi, je m'aperçois qu'il repose sur beaucoup de retraités. Tant mieux. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Éric Coquerel. Merci à tous. Bon après-midi.